Ah, vous voulez qu'on en parle? Pour qu'on en parle, il faudrait déjà que je plonge dedans. Et c'est encore trop chaud, trop brûlant. Non pas brûlant pour moi, mais brûlant pour... vous savez bien, quand quelque chose fait sensation, quand tout le monde en parle, vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est une opération. Alors si on parle de ce monsieur qui au reste n'est vraisemblablement pas mort, continue ses affaires ailleurs. En dehors du cratère, disent certains, ou sur son île, une autre île, une qui ne figurerait pas sur les cartes. Un peu comme les grandes terres vierges de l'amiral, comment s'appelle-t-il celui-là, 33e degré, 66e parallèle, Byrd. Tous ces gens se tiennent. Tous ceux qui maîtrisent la géographie, la géométrie sacrée, la sexualité sacrée ou pas sacrée du tout. Alors on m'a envoyé un truc aussi dans les dossiers Epstein. Ouais, on dit Epstein parce que là-bas on dit Epstein. Nous on dit tous Epstein. Parce qu'en français, on a tendance à prononcer les noms selon leur origine, surtout quand c'est allemand. C'est allemand, mais on va le prononcer à l'américaine, Epstein. On dit bien Jeffrey. On dit pas Geoffroy Epstein ou Gottfried Epstein. Bref, j'en étais où? Oui, on m'envoie quelque chose. Faut que je vous lise. Les fichiers Epstein sont sortis. Je n'ai pas le temps de m'y intéresser, mais d'autres s'en chargent, et je suis tombée sur ce courrier d'Epstein qui m'a fait réfléchir. Dans ce mail, il parle de « produits préhistoriques ». Donc des produits avant l'histoire. Mais de quelle histoire parle-t-on au juste? L'histoire actuelle qu'on nous a inventée? Et donc il parle de produits genre tech avant un reset. Alors en bon français, il parle de produits de technologie d'avant la réinitialisation. Si notre histoire est inventée avec plus ou moins de vérité ici et là, comme ça semble être le cas, alors dans quel environnement vit-on? Un environnement contrôlé. Comme vous savez probablement, je représente les Rothschild. J'espérais pouvoir imaginer une manière pour la banque. Après, il y a beaucoup d'abréviations qui ne sont pas compréhensibles. La banque qui a 160 B en MGMT, je ne sais pas ce que ça veut dire, faire quelque chose avec la tech. La meilleure liste de clients dans le monde, produits préhistoriques. Donc c'est écrit en style télégraphique et vraisemblablement un peu codé. Préhistorique. Préhistorique? De la préhistoire de l'homme de Cro-Magnon, des dinos, ou préhistorique, c'est-à-dire avant cette époque, avant l'époque qui commence possiblement 5e, 13e siècle, qui serait une seule et même chose. Donc en fait 13, 14e siècle, chute de l'Empire romain. Moi je sais, c'est autour de 300, 500 la chute de l'Empire romain, je me souviens jamais. Mais ce serait un dédoublement narratif que il faut écouter les récentistes. J'avoue que j'ai pas tout mémorisé, j'avoue. Mais des événements qui se dédoublent et qui se passent officiellement autour de l'an 500 en gros et autour de l'an 1400. Donc en fait, il n'y a pas eu d'an 500. Notre histoire commence en 1400 et quelques, ou même un peu plus tard, 18e siècle, 18e dynastie. Comme disait Rox Oker, la 18e dynastie sont les très anciens Égyptiens, mais en fait ça aurait été construit récemment, 17e, 18e siècle, ces histoires de pyramides. Notre histoire serait écrite à rebours. Il n'y a pas ces 1000 ans où il ne s'est rien passé d'arrêt complet de Moyen-Âge, non. Il s'est passé les innovations qu'on peut imaginer qui se sont passées, disons, entre le 15e siècle et le 17e siècle. Le 15e siècle n'étant que la continuité de la période antique, si jamais la période antique a existé. Et à la période antique, nous avions Vitruve, ses machines, sa construction monumentale. Ça se mélange un peu dans notre cervelle. Hein. En fait, l'Antiquité, c'est plus ou moins le 17e, 18e siècle.
Donc notre histoire serait récente. C'est ça qui fait dire à certains conspis vraiment fêlés du bocal, mais le sont-ils? Et généralement de la mouvance russe, que notre histoire, l'histoire qu'on nous a écrite et implantée dans nos mémoires, la période de continuité que nous vivons commence entre le 17e et le 18e. Avant, c'est pas trop. Il y a une réinitialisation. Alors les gens qui disent « Oui, mais moi j'ai des ancêtres qui... » Oui, mais c'est une mémoire indirecte. Imaginons le scénario. Tout est détruit. Il reste quelques humains ou il reste pas quelques humains, on les réimporte d'ailleurs et on leur implante des souvenirs. Ou bien en 3-4 générations, c'est oublié. On implante chez les nouveaux clonés ou les survivants traumatisés un nouveau souvenir, il y a eu une grosse catastrophe, tout ça. Alors ils se souviennent. Ils se souviennent peut-être tes parents, ceci, cela. Non, pas tes parents, tes grands-parents, nanana. Mais au bout de 3, 4, 4, 5 générations, c'est oublié. Puisqu'il n'y a pas les textes, il n'y a pas les traces, tout ça, on s'arrange pour qu'il n'y en ait pas. On déporte les gens aussi, ça c'est bien pratique, on change leur langue, etc. Et là, la mémoire humaine, elle est sur 3-4 générations. Les gens qu'on a connus. Après, on commence à oublier. Moi, je commence déjà à oublier ce que m'a dit... oublier. J'ai pas tout noté, je peux pas confronter tout ce que m'a dit ma grand-mère ou mes grands-mères quand j'étais petite. Je me souviens de certaines choses, mais... Par exemple, le patois qu'elle parlait, ma grand-mère Bressane, elle me l'a pas appris. Donc moi, je l'ai oublié. Mon père aussi, il avait déjà oublié. Enfin, pas complètement. Mais moi, je l'ai pas appris. Donc, de ma grand-mère à mon père, 1 génération. De mon père à moi, 2 générations. Imaginons mes enfants, si j'en avais eu, ou ma nièce, c'est terminé. De toute façon, ils en ont rien à foutre. Donc, il suffit de rediriger l'attention et la mémoire se perd en 3 générations, 4 au maximum. Donc il suffit de produire les documents, même a posteriori, la généalogie, tout ça. Si nous sommes dans un monde mental, il suffit qu'on ait les documents pour qu'on se reconstruise mentalement une identité. Il y a plein de façons de faire. Mais bien sûr, il faut se souvenir aussi que notre mental, et je ne le dirai jamais assez, fonctionne en 2 dimensions. Une dimension pour le temps, une dimension pour l'espace. Nous concevons le monde en fonction de ces 2 dimensions. Mais les êtres qui construisent notre réalité et la déconstruisent à la demande et la reconstruisent à la demande et donc façonnent notre vision du monde, fonctionnent avec une dimension de plus. C'est impossible à se figurer intuitivement, mais reprenons l'analogie de plat pays. Imaginons que nous soyons tous des daltoniens et que nous voyons des daltoniens complets. Donc on voit qu'en gris, on n'a pas les couleurs. Et les gens qui nous manipulent, eux, ils ont les couleurs. Donc ils ont une donnée de plus. Comment il disait l'autre, une dimension, c'est un degré de liberté en mathématiques. Donc ils ont un degré de liberté en plus. Par exemple, ils voient les couleurs. Par exemple aussi, ils voient les distances. Mon père, qui était un borgne fonctionnel, ne voyait pas les distances. Il avait appris à se diriger dans l'espace, tout ça, mais quand il tendait la main vers la carafe, il le faisait toujours avec précaution parce qu'il savait pas où il était. Alors dans un environnement connu, on finit par intégrer les choses un peu comme un aveugle, en fait. Un aveugle, il n'a pas besoin de voir pour savoir où est la carafe. Il suffit qu'il ait à peu près mémorisé où elle est et que les gens ne la touchent pas, la déplacent pas inconsidérément, par exemple. Tout au long du repas, on la remet sur son espèce de petite soude plat, là, qui sert de piste d'atterrissage. Comme ça, l'aveugle, le non-voyant, et non pas le malvoyant, vraiment le non-voyant pourra se repérer. Bon, mon père était pas non-voyant, il n'avait pas les distances. Donc si nous, on voit pas les distances, on voit pas les couleurs, et que les gens qui créent notre réalité les voient, ils engramment la réalité avec plus d'informations que nous ne sommes capables de la décoder, et pourtant, dans ces nuances de gris, nous ne percevrons pas vraiment grand-chose, nous n'aurons pas vraiment conscience, mais la densité d'un vert moyen ou d'un rouge sombre, ça produit des valeurs de gris différentes, et même si moi je ne perçois pas la différence entre un gris qui sera fait de noir et de blanc, et ce que je perçois comme un gris qui est fait de jaune et de bleu, mais moi je ne décode que la valeur, et non pas du tout l'information de couleur, c'est peut-être différent malgré tout. Même si je le perçois pas, c'est différent, parce que ce sont pas les mêmes réfractions, tout ça. Donc je reçois un type d'information, mais je le décode pas, un peu comme avec les LED.
C'est en dessous du seuil de perception, le scintillement. Je le perçois pas. Mais il est là. Il est là et mon cerveau, ça le perturbe. Cet effet stroboscope que moi je ne perçois pas, mais qui dérange mon cerveau, je ne sais pas pourquoi j'ai mal à la tête, ou je me sens pas bien, ou je suis éblouie, ou je perds l'équilibre. Mais ceux qui ont mis en place ce micro-effet stroboscopique indétectable, ils le savent. Vous voyez ? C'est pas parce que j'ai pas conscience des choses qu'elles sont pas là. C'est pas parce que moi j'ai pas conscience des choses que ceux qui décident pour moi n'en ont pas conscience. Bien au contraire. C'est ça le pouvoir. Et oui, le pouvoir c'est pas l'argent, c'est pas la force. Le pouvoir c'est de savoir quelque chose que l'autre ne sait pas. Les castes de pouvoir sont à une place indétrônable où leur connaissance leur assure la domination. C'est pas l'argent, c'est pas la force. Parce que l'argent, il le fabrique à la demande. L'argent n'existe même pas. L'argent est une illusion d'optique pour nous forcer à donner notre temps de conscience, notre vie, notre corps, nous profaner en un sens. Nous arracher l'âme de l'être en donnant notre temps, notre intelligence, c'est-à-dire en éteignant en général notre intelligence et en détruisant notre corps à la tâche. Parce que la notion de travail, c'est toujours travailler contre quelque chose. Je ne parle pas de cultiver sa nourriture dans un lieu idéal où on cultiverait juste pour se nourrir, pour faire des réserves, pour partager avec autrui, tout ça, mais sans notion d'échange contre de l'argent ou de raquette par l'impôt. Le pouvoir, c'est uniquement la connaissance. Mais attention, la connaissance occulte. Donc il y a des gens qui savent des choses et qui s'en servent contre nous. Ils ont aussi des connaissances concernant la beauté ou le rayonnement magnétique des êtres. Ils s'en servent pas toujours bien, mais parfois si. On parlera de ça, de la façon de développer les os du crâne et des os du visage pour favoriser la beauté plastique. Parce que j'en ai toujours pas parlé. Mais il n'y a pas que le phénomène trans. Il y a aussi le phénomène physiologique qu'ils connaissent et maîtrisent. Et oui, il y en a tellement d'autres. Qui, eh bien, les classes dominantes, les classes régnantes, les classes d'initiés, ce ne sont pas ceux que l'on voit forcément. Il y a leurs marionnettes, les Elon Musk, les Macron, tout ça, ils ont un rôle qui est de focaliser notre attention. Amour ou détestation. Ils génèrent en nous une énergie de type émotionnel et ils la dirigent à leur gré. C'est pour ça que c'est inutile de s'énerver contre les uns et les autres. Ce sont tous des menteurs, ce sont tous des acteurs de crise, ce sont tous des êtres qui, à un titre ou à un autre, ont fait le pacte. Le pacte de sang. Activement ou passivement, ils sont impliqués. Donc on parlait de ces fameux dossiers. Et une très rapide recherche internet évidemment, comme on cherchait de nos jours, m'amène à toutes les pages, les premières pages ordinaires, Le Parisien, France Culture, Le Monde, tout ce que je ne veux pas lire. Tout ce dont je sais que c'est mensonger et c'est la version qui m'est destinée. D'accord. À part ça, on me propose quelques vidéos. Non, je veux pas une vidéo. Je veux un article par quelqu'un qui sait réfléchir et me donner l'essentiel. Pour savoir si on a déjà des données, nous les gens. Bon, je pense qu'on les a pas. On n'a pas de données. Je voulais savoir quels étaient les Français. Oui, on a vu ça, le nom de Dieudonné apparaît partout, apparaît de nombreuses fois. Alors qu'un nom apparaisse, au point où on en est, on ne peut pas savoir si c'est parce qu'il est impliqué directement ou indirectement, mais c'est pas étonnant. Tous les gens qui ont... Je le répéterai jamais assez. Tous les gens dont le nom est public à un certain niveau, qui ont une célébrité, qui ont fait des films, c'est ceux qui ont signé le pacte. Alors jusqu'où, je ne sais pas, mais c'est pas étonnant. Regardez s'il vous plaît La Brebis Joyeuse, la série que le gars a faite sur Dieudonné. C'est édifiant. Dieudonné, c'est l'opposition contrôlée, regarde. Et si une confrérie secrète que l'on ne nommera pas utilisait l'humour pour fixer les limites de la liberté d'expression? Fixe les limites de la liberté d'expression. C'est pas moi, je crois que tout le monde a compris que moi, je fixe que dalle. Donc il y a une liberté totale d'expression, tant mieux. La limite c'est Dieudonné. La limite c'est Dieudonné.
Et si les frères invisibles, alias les frères 3 points, mettaient leur fou du roi sur l'échiquier, dans le but de franchir toutes les limites sur tous les sujets sensibles et crier toute la vérité sur la place publique, une bonne fois pour toutes. La franc-maçonnerie, par exemple, voilà un sujet que je n'aborderai jamais. Je ne parlerai surtout pas de franc-maçonnerie ce soir. Alors ça. Ah non. Bon, alors d'accord, alors vite fait. La pédophilie. Voilà un sujet que je n'aborderai jamais. Moi, j'ai un copain, un humoriste homo, et il m'a dit jamais Dieudonné surtout ne fais aucun sketch sur la Gay Pride, sinon t'es mort. Donc je lui ai dit je vais le faire. Une fois que la ligne rouge a été franchie sur tous les sujets hautement sensibles, ses propos tenus lors de ces spectacles tombent sous le coup de la loi. Et suite à ces procès, ces propos tenus deviennent interdits par la loi et par conséquent, la limite de la liberté d'expression est donc fixée. J'ai accepté de me conformer donc à cette interdiction. Je ne jouerai plus le spectacle Le Mur. Si le premier spectacle de l'histoire à avoir été interdit s'appelle Le Mur, ce n'est peut-être pas pour rien, puisque c'est au pied du mur que l'on voit le maçon. Et un véritable maçon signe toujours son œuvre par 3 points et regardez par vous-même toute la symbolique présente lors de la déclaration de l'interdiction de son spectacle Le Mur. Dieudonné s'exprime derrière un pupitre qui représente un domino pour montrer qu'il est un pion. Un pion qui joue le jeu des frères 3 points. Toute cette mise en scène montre qu'il vient de réaliser un véritable coup de maître maçonnique. Échec et mat, la limite de la liberté d'expression a été fixée afin que plus personne ne puisse s'opposer au soi-disant progrès de leur monde nouveau. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller ici. Et vous allez sur ma chaîne NetChrist. Sur ma chaîne NetChrist, vous y trouverez la série de 4 épisodes sur Dieudonné. Et après avoir regardé ces 4 épisodes, vous ne verrez plus les choses telles qu'on nous les présente. NetChrist, c'est comme Netflix, mais en mieux, puisqu'on dénonce les antéchrists et on montre qui est le vrai Christ. Alors soyez les bienvenus sur ma chaîne. Tous ces gens qui dénoncent, mais ce sont aussi des initiés, ceux qui veulent le succès. Alors ils peuvent jouer le rôle de, on l'a vu, de la victime du sonneur d'alerte. Montagnier en sauveur de l'humanité. Non mais franchement. La sorcière en sauveuse, la généticienne catholique, contradiction dans les termes au passage, sauveuse de l'humanité, dénonceresse des méchants. Elle qui ne peut pas faire une phrase sans s'y reprendre à 3 fois et bafouiller une phrase qui dure 10 minutes pour nous dire qu'en fait, par exemple, le Vivi n'a pas été isolé. C'est la première chose qu'on doit savoir. Mais malgré tout, qu'il existe bien un Vivi. Qu'il y a de l'ARN, c'est des acteurs de Christ, tout ça. D'ailleurs, soit dit en passant, cette personne que je ne nommerai pas, avec son long visage chevalin, la copine de Montagnier, vous voyez tout à fait de qui je veux parler, eh bien, elle était aux obsèques d'une personne du tout Paris, qui se trouvait être en couple à ce moment-là avec un gars qu'on surnomme le Chacal, eu égard à son nom, le Chacal de Nice. C'est un gars très connu. Le fondateur de la commission anti-secte. Fondateur, toujours à la tête. Ah, elle a changé de nom, bien sûr, vous chercherez. C'est un petit jeu de piste mentale, ne m'en faites pas dire davantage. C'est-à-dire que le gars anti-secte, il était avec cette femme du tout Paris, qui se trouvait être l'une des seules Françaises à figurer sur le petit carnet noir d'Epstein. Ah, maintenant on dit que ce carnet noir est un faux. Ouais, c'est bien pratique. On dit que c'est un faux parce que les noms de Trump et de quelques Français aussi figuraient dessus. Pourquoi ça n'a pas fait de bruit, à votre avis? Parce qu'il se laissait du temps. Il faut juste un peu de temps pour qu'on oublie, pour mettre de l'huile dans les rouages, pour qu'on passe à autre chose. Mais ces noms des Français, on les connaît déjà. Il a été publié, ce carnet noir. On a pu le télécharger. Il était sur Odyssée. C'était une vidéo. Enfin, c'était sous format vidéo. Il y avait en fait juste des images arrêtées des pages.
caviardés, les adresses caviardées, mais pas les noms. Donc ce carnet, on l'a eu. Il est sorti en quoi? C'était quoi, 2021? Oui, je me souviens déjà plus. Donc en fait, il nous balade. Il nous balade. C'est pas forcément des gens qu'on connaît. Bah apparemment, il y en a qu'on connaît, des politiques, des trucs comme ça, mais il y en a qu'on connaît pas vraiment. En tout cas, pourquoi je parlais de la vilaine Chevaline? Bah parce qu'elle était aux obsèques de cette dame. C'est une vidéo qui circule sur Crowdbunker, que je n'ai pas citée, mais que tout le monde peut voir, qui a très bien circulé d'ailleurs. Que faisait aux obsèques de... Pourquoi est-ce intéressant? Eh ben parce que la deuxième tute, son nom figure sur le carnet. C'est un tout petit monde. Un tout petit monde. Alors, proximité n'est pas cause à effet, n'est pas... Bien sûr qu'il faut pas aller trop vite. Ce n'est pas en soi une preuve. C'est juste un indice. Mais comme on commence à connaître ce fonctionnement par réseau, qui est partout. Si vous avez une famille étendue et que, je sais pas, vous avez des gens bien placés dans l'administration ou dans le personnel hospitalier, tout ça, vous en profiterez. Vous en ferez profiter vos enfants, votre conjoint, bien sûr. Cet esprit de népotisme, il est partout chez l'humain. Et disons que dans le monde où on vit, c'est tout à fait non seulement compréhensible, mais légitime. Tant qu'on n'a pas accédé à une autre version nous-mêmes où nous sommes les frères en humanité, les frères en Christ de tous les humains. Bon, c'est pas donné à tout le monde, ça. Mais je me disais, est-ce que je m'intéresse à la question parce que c'est trop brûlant? Et donc, c'est forcément là pour nous occuper. Donc, je suis tentée, et en même temps, pas trop. Bon, mais je voulais revenir sur cette histoire de dossier avec les trucs préhistoriques. Au fond, il nous cache quoi? Vous savez que Christian Combaz, grand initié s'il en est, hein, mais grand initié, comment il s'appelle, la France de Campagnol, la grand initié, hein. Le mec vieillissant, ne supportant pas d'être mis sur la touche, n'étant plus invité sur les télés, si vous voyez ce que je veux dire, a fait sa propre petite télé. Mais si vous arrivez à croire à la probité de ce gars, je vous paye des prunes. Rien que son regard me paraît suspect. Je dis pas qu'il est pas intelligent, je dis pas qu'il est pas brillant, je dis pas qu'il a pas des analyses fines, mais en fait, il continue à analyser la géopolitique. En parlant des réseaux et des trucs comme ça, mais sans jamais remettre en question l'appareil lui-même. Parce que ce gars doit toute son existence sociale à cette construction hiérarchique. Vous avez vu quand il était chez lui, non, vous avez peut-être pas vu ça, mais moi j'ai vu passer ça, quand il était en visite chez sa mère et il se prend en vidéo et on voit que ça doit être un appartement hyper luxueux, je sais pas, 200 mètres carrés sur l'avenue Foch, j'en sais rien, un truc de ce style. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un personnage de l'élite sociale. Alors c'est facile de dénoncer l'élite sociale un petit peu comme tous ces grands avocats qui vous parlent aussi de leur depuis chez eux, on voit de leur bureau, hein, on voit avec leur webcam, là, on voit le plafond mouluré, ces pièces immenses. On voit bien que ce sont des gens de l'élite sociale. Qu'est-ce qu'ils dénoncent? À votre avis, ils dénoncent quoi? Sérieux? Les machins, là, le petit avocat, là, les deux petits avocats, là. Enfin, vous voyez qui je veux parler. Alors tout ce petit monde se tient. C'est pas tous des pourris, pas tous. Ils n'ont pas tous fait le pacte, mais ils ont au moins fait ce pacte de hiérarchie sociale, parce que pour être un grand avocat, il faut ne pas dénoncer des choses comme la fraude du non légal. Ils en ont même pas conscience. La fraude du non légal, je parle pas des trucs de droit maritime et tout ça, parce que ça nous concerne pas. Ça concerne que le droit anglo-saxon. Mais la fraude du non légal, c'est quoi? C'est en deux mots. Nous avons une personnalité juridique qui est attachée à notre état civil, nom-prénom. Notre personnalité juridique, persona, est une personnalité morale. C'est cette personnalité morale qui a des droits et devoirs envers l'État. Mais
Toi l'être humain, doté d'un corps, d'un esprit et d'une âme, idéalement d'un cœur. Ce sont des qualités immatérielles, en plus de la physiologie matérielle. Toi, tu n'es pas la persona juridique, tu es un être vivant. Le droit de naissance d'un être vivant, c'est de se déplacer librement, d'avoir accès à l'eau et à la nourriture. Alors, le comment, ça se complique, on en parlera un autre jour. Mais on ne peut pas t'empêcher de vivre. Et vivre sous nos latitudes, c'est aussi avoir accès à un abri. Donc toutes ces questions doivent être résolues en tant qu'êtres humains. Ce qu'ont fait les groupes, en partie, les groupes humains hors civilisation. Il y en a certains qui ont résolu ces questions sans hiérarchie, sans système d'argent ou de troc, bien sûr, de droit de naissance. Par droit de naissance, nous devons avoir accès à tous les moyens de subsistance et aux moyens d'épanouissement personnel. Alors bien sûr, ça varie grandement suivant les civilisations. Mais comme notre civilisation justement, culture des villes, est fondée sur la hiérarchie, et bien forcément qu'il faut un système de contrôle. Et ce système de contrôle, c'est l'État et la fraude du non légal. Donc, j'avais dit en 2 mots, ouais, c'est vrai, c'est pas si simple. La fraude du non légal, c'est de te faire adhérer, toi, être vivant, aux droits et devoirs de ta persona juridique. Donc, c'est pas la même chose. Toi, être vivant, et la personne morale dotée d'un nom, d'un prénom, d'un état civil. Si on nous disait, comme ça, alors que nous sommes en pleine possession de nos moyens, veux-tu être assujetti à l'État ? Payer des impôts, avoir des droits et des devoirs, mais que tu n'as pas définis toi-même, qui ont été définis pour toi. Bien conditionné, on dira oui, mais si on a eu le temps d'y réfléchir, vraiment, et d'y réfléchir en groupe, par exemple, on dira non. Non, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai une autre façon de me positionner dans la société. Je veux que le fruit de mon travail me revienne et je veux pouvoir m'occuper des miens, de ma famille, éventuellement aussi, oui, quand même, c'est un minimum de la communauté où je vis, au sens large, le village, les choses comme ça. Je veux bien les donner du temps pour remonter les murets, reconstruire l'église qui est notre patrimoine architectural, tout ça. Mais je veux pas qu'on me demande de compte, je veux pas qu'on me prenne l'argent dans la poche, je veux bien donner du temps pour les uns et les autres. Je veux bien aller travailler à l'atelier municipal ou aller ramasser les patates pour remplir le grenier du village. Bon, très bien, mais je veux pas d'impôts. Je veux pas qu'une entité décide pour moi des modalités de ma vie. Voilà, on pourrait dire ça. Or, nous sommes assujettis de fait à l'État. En gros, nous sommes liés par contrat à l'État via notre personnalité juridique, qui est une personne morale. La personne physique est liée à sa personne morale. Personne morale, personnalité juridique, là pour le coup c'est la même chose. Comment ? Par un contrat. Quel est ce contrat ? L'acte de naissance. Or, un contrat, pour qu'il soit valable, il faut qu'il soit signé par les 2 parties et que chacune des 2 parties en ait un exemplaire. Là, ça se complique. Vous n'avez pas d'exemplaire original. Nous n'avons pas, je n'ai pas, d'original de ce contrat. On vous propose toujours une copie authentique. Une copie n'est pas un original. Pourquoi ne peut-il pas y avoir d'original ? Entre autres, parce que ce contrat n'a été signé que par une des 2 parties. L'État a signé notre contrat d'engagement réciproque tout seul, et l'État ne peut pas signer, donc il l'a fait signer par l'officier d'état civil, qui en l'occurrence est une fonction. Ce n'est pas Georgette ou Michel qui a signé, c'est l'officier d'état civil qui s'appelle Michel Duval, Georgette Chevalon, tout ce que vous voulez. L'officier d'état civil a signé à la place de l'État. Mais qui a signé pour vous ? Parce que vous, je vous rappelle, vous veniez de naître. Là, on a 3 jours pour faire la déclaration. Alors vos parents signent pour vous, comment c'est ? Et l'officier d'état civil signe pour l'État. Mais en fait, vous n'avez pas signé. Je n'ai pas signé. Je n'ai pas signé ce contrat d'engagement réciproque. Vous comprenez ?
Je suis engagé vis-à-vis de l'État, j'ai des droits et des devoirs en tant que citoyen. Mais qui est ce je? La personnalité morale, juridique. Nom, prénom, état civil. Mais moi, être vivant. Par exemple, mon nom d'état civil, c'est Judith, je me fais appeler Prune depuis plus de 10 ans. Tout le monde m'appelle Prune. Ou Judith Prune. Mais Prune n'existe pas. Ou pas encore. Je me demandais si j'allais pas la faire figurer ce prénom d'usage sur. Plus que je me demande en fait, c'est décidé de faire figurer ce prénom. Faut le demander bien sûr, mais sur mes papiers d'identité, au moins dites Prune, puisque je me fais appeler comme ça depuis 12 ans, et je reçois du courrier pour Prune. Mon nom d'artiste c'est Prune, mon prénom c'est Prune. Tout le monde m'appelle Prune, donc tout le monde sait que Prune c'est moi. Mais j'ai pas de contrat avec l'État au nom de Prune. J'en aurai un plus ou moins s'ils acceptent de changer mon prénom, d'adjoindre Prune à mes prénoms d'état civil. Mais si c'est juste une mention dite Prune, alors je suis toujours pas en contrat. Mais le problème de ce contrat, vous avez bien compris. Pour qu'il y ait signature d'un contrat, pour qu'il y ait un accord, il faut que, les deux parties soient en capacité de le signer. Donc il faut être en possession de ses capacités cognitives et mentales. Ah, problème. 2, il faut être d'accord pour signer ce contrat. Quoi qu'il y ait des contrats signés par coercition. En islam, la mariée doit donner son accord et signer elle-même le contrat de mariage. Mais vous avez vu ces vidéos, là, il y a un film là-dessus, les petites fiancées, ou je sais plus trop quoi, j'arrive pas à le retrouver, où la fille, elle pleure, elle a, 9-10 ans, et les parents lui tiennent la main, la mère lui empoigne la main et essaie de la faire signer, et la fille pleure et se débat. Donc, c'est elle qui signe, mais jusqu'à quel point ? Donc, il faut être en capacité intellectuelle de comprendre de quoi il s'agit. 2, il faut accepter. 3, dans un contrat, il y a des termes. Des termes. Il y a des paragraphes. À quoi on s'engage et qu'est-ce qu'on a en retour. Donc là, ça pose aussi problème. En fait, quand on signe ce contrat, il n'y a rien sur la première page. Tout est constitué de clauses en petits caractères qui s'appellent le Code civil. Nul n'est censé ignorer la loi. T'as 24 heures, tu viens de naître, le cerveau sera formé pour comprendre ce genre de choses au moins dans 18 ans, et quelqu'un signe à ta place. Ouais, c'est bon, il n'est pas censé ignorer la loi, qui change tous les jours, soit dit en passant, dans notre système. Bref. Donc, sur ce contrat, il n'y a pas non plus les termes. Et 4, chacune des deux parties doit avoir son exemplaire original du contrat, où il y a les termes du contrat et la signature des deux parties. Alors là, on voit qu'il y a un problème. 1, j'ai jamais signé. J'ai pas donné mon accord, je n'ai pas donné mon consentement pour être rentrée dans ce système étatique. Non, je n'ai jamais donné mon accord parce qu'on m'a jamais expliqué les termes du contrat, parce que ce contrat a été conclu, un peu comme un contrat de mariage entre des nouveau-nés, des contrats. Non, le mariage n'est pas consommé à ce moment-là, mais on vous marie sans votre consentement. Là, c'est ça. On fait de vous des citoyens sans votre consentement. Bien sûr, on vous dira, si jamais vous levez une objection, mais être citoyen, c'est une dignité supplémentaire pour l'être humain, c'est une protection. Mais une protection contre quoi, en fait ? Pourquoi j'en étais arrivée là ? La fraude du non légal. Ah oui, parce que tous ces gens, en fait, ces grands avocats, tout ça, ça, ils le savent, bien sûr. Ils le savent. Toute leur position sociale et leur prestige tient au fait qu'ils adhèrent à ce système hiérarchique où ils peuvent avoir une position dominante. Ils ne peuvent pas critiquer cette organisation hiérarchique parce qu'ils perdraient leur position dominante. Comment dire ? À terme, au moins, s'il critiquait cette position, s'il travaillait à la destruction de cet ordre hiérarchique, il ne serait plus rien. Sans cet ordre hiérarchique, il ne serait plus rien. Ils sont à la bonne place.
C'est pour ça qu'aucun de ces grands professeurs, ces grands avocats, ces grands ceci et ces grands cela, ne critique vraiment le système d'oppression dans lequel nous sommes. Parce que c'est grâce à ce système qu'ils ont une position sociale dominante, d'où ils peuvent vous parler, d'où ils ont une audience. Alors avec Internet et le fait que tout le monde puisse promouvoir sa propre parole, ça a un tout petit peu changé. Mais attention, à partir du moment où quelqu'un a une grande audience, des centaines de milliers de vues, des trucs comme ça, on sait que c'est pas possible sans une compromission ou une autre. Ce qui est intéressant, ce sont les gens qui sont pas relayés, qu'on trouve par hasard. Il y en a quelques-uns comme ça, je sais pas qui c'est, mais je sais reconnaître l'intelligence quand je la rencontre, et je vois qu'il y a des gens qui réfléchissent, ou qui simplement ont envie de communiquer des choses qu'ils savent parce qu'ils l'ont vu dans leur métier, et qui ne peuvent pas garder ça pour eux. Et généralement, ce sont des gens qui n'ont pas une position sociale, qui leur assure une reconnaissance sociale, une audience large. Ils n'ont pas de qualité, S-qualité, vous savez, des diplômes, des machins. Donc ce sont des gens, c'est de la pied-taille. Ben moi aussi, à ce titre-là, je suis de la pied-taille. J'ai pas d'état de service. J'ai pas été conseillée ici et directrice là et travaillé à l'ONU. Rien du tout. Mais rien du tout. J'ai pas de diplôme universitaire, j'ai rien. Donc dans un monde hiérarchisé, j'ai pas droit à la parole. Et tous ces gens qui n'ont pas droit à la parole, mais qui ont réfléchi par eux-mêmes, tout d'un coup, ils ont pu s'exprimer autrement que de personne à personne. Alors ça reste minime. Et ce sont des voix malgré tout complètement étouffées. Mais elles sont là. Mais pour en revenir à ces dossiers-là, dont nous ne saurons sans doute pas grand-chose, on pourrait déjà peut-être se replonger dans le fameux carnet, s'il est toujours disponible sur Internet. Et puis l'éplucher et regarder quels sont les noms des Français. Il y avait eu d'ailleurs des vidéos sur Odyssée comme ça, où il y avait publié les noms des Français qui figuraient sur le livre. Le livre n'est pas l'ensemble des dossiers, bien sûr. Ça donne une petite idée. Mais c'est encore, je pense, une diversion, parce que c'est déjà de l'histoire ancienne. L'ignoble Jackie, là, c'est déjà l'ancienne génération. Le gars lifté à mort, avec les cheveux teints et tout ça. Mais les nouvelles générations ont pris la relève. Elles sont pas dans les cahiers, elles sont certainement pas dans ces fichiers-là. C'est comme la mafia, ça s'est transporté. Ça a changé de forme. C'est ailleurs. C'est ailleurs. Peut-être même géographiquement ailleurs. Et d'ailleurs, je dis que c'est l'arrière-garde, mais elle est toujours active. Mais autrement. Ils vont sacrifier quelques têtes, comme ça, comme ils le font toujours. À propos de sacrifier quelques têtes, le suicide du principal intéressé, c'est une version pour les gogos, personne n'y croit. Enfin, personne n'y croit. Si, tous ceux qui ne remettent pas en question ce qu'on leur dit d'une façon générale. Alors, il y a une vidéo très intéressante, faite par une nana qui est pas du tout conspi, pas du tout, qui a une chaîne vidéo. Elle est thanatopractrice. Elle est employée de pompe funèbre, une américaine. Et elle analyse des trucs, elle raconte des trucs, elle vend un peu la mèche sur son métier, sur... Vous savez, par exemple, je sais plus quel pape, j'espère que c'est pas Pie X, mais peut-être, j'espère, en fait, je m'en fous, mais qui avait pas été embaumé, tout ça, et le cadavre a explosé. Il y a toutes ces productions de gaz, de choses comme ça. Alors, vous savez que le corps du Saint-Père est explosé. On a vu ça assez récemment, hein. Et il y a eu une véritable catastrophe, ça tournait au cauchemar, enfin bon. Alors, j'ai pas écouté la vidéo, mais apparemment, c'est ça qui s'est passé. Moi je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais bon, quand on n'embaume pas, quand on n'arrête pas les phénomènes de décomposition, les gaz s'accumulent et ça peut exploser. Voilà. Donc elle raconte des choses comme ça et tout à fait, de façon tout à fait candide finalement. Et elle prend le cas Epstein et elle montre une photo. La photo, c'est pas la photo qu'on a vue dans la cellule, mais c'est la photo dans un truc de morgue, truc comme ça. Elle analyse la photo. Elle explique, d'après les connaissances de la femme de l'art qu'elle est, qu'il ne peut pas s'agir d'un cadavre, d'un être photographié post-mortem. C'est une mise en scène.
C'est une mise en scène. Elle explique. Mais elle n'est pas conspire pour autant. Elle dit, bon, il doit y avoir des tas de photos réelles de l'autopsie. Il y en a, ces choses-là sont toujours très documentées, mais on n'y a pas eu accès. Ça, ce n'est pas une photo de l'autopsie, déjà parce que, bon, elle analyse en quoi les tissus, la couleur, elle très très précisément, hein, que c'est pas possible pour tout un tas de raisons. Parce que pour qu'un cadavre ait l'air à peu près correct, il y a tout un tas de procédures. Même quand on pense qu'il n'y a pas d'embaumement ou de choses comme ça, faut arrêter les processus, se mettre un petit peu de cosmétique, tout ça, sinon c'est livide et les narines sont pincées, les yeux sont plus autant remplis parce qu'un corps mort se déshydrate énormément. Et là, on n'est pas aux pompes funèbres, on est censé être à l'autopsie. Donc on ne fait pas ces choses-là. On les fait après. Donc elle explique par A plus B pour tout un tas de raisons qu'elle connaît parfaitement pourquoi ça ne peut pas être la photo d'un cadavre. Donc c'est une mise en scène. Alors elle dit qu'elle ne sait pas pourquoi cette mise en scène, que les photos de toute façon doivent exister ailleurs, mais enfin elle dit une chose, c'est que c'est du faux. Donc ça va tout à fait dans la théorie conspirationniste. Conspirationniste vraiment ? Questionniste. Constatiste. Alors c'est bien quand on a des gens qui justement ne sont pas a priori des critiques, des détracteurs, des tenants de la mouvance conspirationniste, pas du tout. Des gens qui ont une expertise dans un domaine précis et pointu nous en disent bien plus que toutes ces vidéos très très longues qui à grand renfort d'arguments tous plus ou moins contestables nous retournent la cervelle. Là c'est très intéressant. Parce qu'en fait, elle s'entend même pas, elle, dire à quel point, en fait, elle confirme les théories dissidentes. C'est très, très intéressant. Donc, nous avons, comme d'habitude, un faisceau d'indices qui nous fait penser que quelque chose est toujours à l'œuvre. Et pourquoi j'ai parlé de Combaz tout à l'heure ? Parce que il a aussi beaucoup mis l'accent sur le fait que ce n'était pas tant les réseaux d'exploitation sexuelle qui étaient significatifs autour de ce personnage, que la recherche, je sais pas, sur le clonage et les choses comme ça. Alors la recherche, c'est marrant parce que il y a des êtres, je sais pas s'ils sont humains, je sais pas s'ils sont terrestres, qui ont des connaissances qui excèdent tout ce que nous pouvons imaginer. Et puis, il doit y avoir des sortes d'hybrides qui ont accès à une partie des connaissances, et puis il y a des gens, des humains, ou je ne sais pas, des alliés, qui n'ont pas accès, et chacun essaye d'arriver aux connaissances, sachant que ces connaissances existent quelque part, mais qu'elles nous sont pas données. C'est comme dire, ah oui, les fusées, les machins, bon, les fusées, ça existe pas, ok. Le clonage humain, ils sont en train de faire des avancées. Mais qui ils ? Parce que probablement, nous serions déjà le fruit du clonage humain d'une manière ou d'une autre. Donc c'est comme s'il y avait des strates hiérarchiques. Il y a nos gardiens, qui demeurent invisibles à nos yeux, et peut-être même aux yeux des élites, et qui ont toutes les connaissances, et qui les distillent au compte-gouttes. En fait, il n'y a sans doute pas de recherche. Vous voyez, un effort qui part du bas vers le haut de la connaissance. Non. Il n'y a pas de recherche. Il y a juste une initiation. C'est-à-dire que ceux qui ont montré patte blanche et passé tous les tests, généralement de manque d'empathie et un peu comme chez les Hells Angels, il faut avoir tué quelqu'un pour faire partie de la secte. Ouais, la secte, ouais. Eh bien, il y a une série d'épreuves, et à chaque épreuve, on vous en donne un peu. C'est la franc-maçonnerie, ça. Mais c'est peut-être pas que la franc-maçonnerie, on dit franc-maçonnerie, et on va continuer à dire franc-maçonnerie pour faire plus rapide. Mais il y a différentes voies. Il y a l'Opus Dei, les jésuites, la franc-maçonnerie, les différentes églises, églises au sens large. Il y a plein de façons d'accéder comme ça. Au final, ça arrive toujours au même point. Et en fait, c'est une course à la connaissance occulte, parce que la connaissance occulte, c'est le pouvoir sur les autres. C'est-à-dire qu'on peut faire des choses, manipuler les gens, obtenir des choses sans que ces gens s'en rendent compte. C'est très facile. Il suffit d'avoir les connaissances en psychologie, en physiologie. Comment c'était ? Une technologie indétectable est impossible à distinguer de la magie. Ou inversement.
Ça peut passer pour de la magie parce qu'on ne sait pas comment ils font. Voilà. Mais en fait, toute cette recherche, toutes ces avancées technologiques, tout ça, peut-être que c'est juste un donnant-donnant. On s'élève dans la hiérarchie luciférienne, en passant des concours et puis en montrant qu'on peut garder un secret. On fait partie de ces sociétés discrètes puis secrètes. Et quand on a montré qu'on était suffisamment capable de manque d'empathie, parce que quand on garde un secret, c'est qu'on ment aux autres, donc c'est un bon début. Toutes ces sociétés qui requièrent le secret, les pactes secrets, les serments, tout ça, c'est le premier pas du pacte avec le démon. Toutes ces communautés qui gardent leurs secrets, qui parlent entre eux de certaines choses, mais qui ont un double discours et s'expriment autrement envers les gens qui ne sont pas de leur communauté, la notion de goy, de koufar, les autres, quoi, en fait. Ça, c'est très, très net, hein. Tout ce qui n'est pas nous, en fait, c'est un bon début pour ce pacte avec le démon. On va favoriser un entre-soi. Et au final, se retrouver soi-même capable de garder un secret au milieu de tous, le secret ultime, et plus on est capable de ça, de se séparer en fait, de fermer son cœur, et ses qualités vraiment profondément humaines, et se séparer du genre humain pour se rapprocher du guillemets divin, hein, c'est souvent vendu comme ça. Alors si le divin c'est ça, il y a du souci à se faire, hein, mais bon. Plus on peut avoir accès à des connaissances. Et je suis sûre qu'en fait, il y a pas vraiment de recherche scientifique. Bon, il y a des humains qui font de la recherche, mais très vite, ils se rendent compte qu'on piétine. À part dans les sciences molles, hein, les sciences humaines, ça oui, ça c'est un domaine qui est pas trop fermé. Mais les sciences dures, par exemple, les scientifiques, les vrais scientifiques, pas ceux des plateaux télé, disent qu'on ne sait rien du magnétisme. On ne sait pas expliquer le magnétisme. Mais qui ont les humains qui ont fait des études et à qui on laisse l'accès à des labos, parce qu'il y a des humains à qui on laisse pas. Faut montrer patte blanche tout le temps. Le sujet de thèse, est-ce qu'il va être accepté? Et puis les postes au sein des laboratoires et des unités d'études, c'est pas vous qui décidez. Ce sont des attributions par une hiérarchie, le rectorat, le ministère. Donc c'est pas vous qui décidez. Faut toujours demander. Donc c'est comme ça que les systèmes se protègent, ils placent leurs hommes. Et dès que quelqu'un commence à être déviant, on lui retire son poste. On peut pas le mettre au chômage forcément, mais on lui retire les accès. Et quand il dérange vraiment, on se débrouille. Ça peut être un internement d'office, ça peut être des armes dirigées, ça dépend. Ils sont pas à court. Et internement d'office, ça peut être après avoir travaillé au corps les gens, leur envoyant de la psychotronie, tout ça. Ces êtres qui accèdent à la connaissance ou aux connaissances sont pas forcément des chercheurs. Ça peut être des gens qui ont fait une série de pactes, qui ont passé une série d'épreuves et on leur donne les connaissances. Les uns et les autres, toutes ces marionnettes, les Bill Gates et comment il s'appelle l'autre, Elon Musk, acteurs de crise, eux c'est pas dit qu'ils savaient même des choses. Parce que quand on fouille un peu, on se rend compte que c'est juste des escrocs. Mais il y a des gens qui sont des scientifiques. Le sont-ils vraiment? La vilaine sorcière, est-elle vraiment une scientifique? Ou est-elle juste un personnage appartenant à une fraternité? À plusieurs fraternités, parce qu'il y en a une qui est avouée, mais les autres. Donc, en fait, les progrès scientifiques et techniques pour le genre humain, ils s'en contrebalancent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est leur billet de sortie. Leur billet de sortie du zoo humain ou autre chose. Je ne sais pas exactement ce qu'on leur propose. L'immortalité, je ne sais pas exactement. Certainement que on ne peut pas s'imaginer ces choses parce qu'on ne sait pas quels sont les pouvoirs mentaux et psychiques des êtres hybrides ou non humains qui décident de notre devenir. Peut-être qu'on accède aussi en faisant tous ces pactes. C'est pas juste une connaissance, c'est pas juste un contenu de cerveau. Peut-être que ce sont des capacités psychiques différentes. Donc quand les capacités psychiques augmentent, peut-être qu'on voit plus l'existence humaine, le devenir humain de la même façon. Il nous faut toujours raisonner avec cette idée qu'on ne sait pas. Et quand on ne sait pas ce qui se passe quelque part, on ne peut que tirer des conclusions erronées. Tous ces réseaux de trafic sexuel, c'est pas juste de la déviance. Bien sûr, c'est de la déviance. Mais regardons ça sous l'angle de
de la théologie. Le démon déteste la création de Dieu. Il ne cherche qu'à la profaner. Bon, c'est assez clair. D'un autre côté, tout ce qui est lié à la sexualité, c'est bien sûr la métaphore de la force vitale dans ce plan, de même que le sang. Donc tout ce qui est profanation, donc dégradation de l'œuvre de Dieu, et aspiration de l'énergie vitale par la profanation, et ben c'est la façon dont le diable détourne la création de Dieu. C'est dit en termes un peu schématiques, mais le diable ne peut pas créer. Il ne peut même pas maintenir sa fausse création. Donc il doit tout le temps détourner de l'énergie. Quelque chose de non vivant ne peut pas se maintenir. Il faut constamment réinjecter du mouvement et de la vie. C'est pour ça qu'ils ont tout le temps besoin de sang neuf et de profanation nouvelle. C'est pas compliqué à comprendre. Et quand on a entendu Altian Childs parler de Jésus qui a donné son sang par un sacrifice librement consenti, ça nous fait comprendre que peut-être les choses ne sont pas aussi morbides dans la religion chrétienne qu'on nous le dit, mais c'est ce monde qui est morbide. Le monde de Satan ne se maintient que par le sang volé. Quand on sacrifie quelqu'un d'autre que soi, que ce soit 2 petites colombes, comme disait le prêtre le dimanche de, je sais plus quel dimanche, le dimanche de la Chandeleur, là, avant la Chandeleur. Oui, un tout petit sacrifice de petites colombes. Non mais sacrifice, l'île lévitique, abruti. Comment leur démembre les ailes avant de leur arracher le cœur et de les cramer dans le bûcher. C'est ça un tout petit sacrifice. Qui demande des sacrifices? Qui demande le sang d'autrui? Alors si la loi de ce plan, c'est le vol du sang physique, le sang de notre corps, mais aussi toute notre énergie vitale. Et aussi le sang est une piste magnétique qui parle de notre unicité en tant qu'être incarné, ou en tant qu'être, même avant l'incarnation, après l'incarnation. Le sang est une piste magnétique. Donc ils veulent nous mêler en mélangeant notre sang. Il faut toujours donner son sang, le don du sang. Il faut qu'on y aille de nous-mêmes. Mais ça nourrit qui? Il y a des gens qui se nourrissent de ces poches de sang, il faut que vous le sachiez. Bref, on trouve ça morbide, le sacrifice du Christ et le sang. Mais il faut juste qu'on comprenne que derrière ça, il y a un message. Qu'on ne peut pas sortir d'ici. On ne peut pas en sortir la tête haute. Nous ne sommes pas là où nous croyons être. Nous ne sommes pas ce que nous croyons être. Prenons encore une fois Jésus le Christ comme une métaphore. Et le Dieu vivant, qui est la création bienveillante de toute vie, nous a envoyé le rachat. Parce qu'ici, nous ne sommes pas dans le monde, nous ne sommes pas dans la création de Dieu. Nous sommes les otages du diable qui sucent notre sang, mais se débrouillent pour que nous ne le voyions pas. Et pour nous faire participer à cette monstruosité, nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas d'autre choix que participer à la profanation constante en fermant les yeux ou choisir le sacrifice du Christ. Parce que de toute façon, on baigne dans le sang. Ouais, je sais, il y a beaucoup d'entre vous qui seront pas d'accord, mais on pourrait développer ça de nombreuses façons. Mais si la monnaie d'échange de ce plan était véritablement le sang. Ah mais moi je participe pas, mais si tu participes, à chaque instant, en ne dénonçant pas chaque chose qui ultimement revient à nourrir les forces, même si directement on fait pas de mal. Mais par nos achats, notre argent, nos choix de vie, nous soutenons un système qui ne tient que sur la profanation, l'exploitation sexuelle n'étant que la façon acceptable d'imaginer le monstrueux trafic de vivants qui se fait dans ce plan depuis toujours. Puisque ce plan de réalité ne fonctionne que là-dessus, quoi qu'on vous dise. Partout où vous jetterez les regards, vous verrez que quelque chose ne tourne pas rond, et si vous creusez suffisamment, vous arriverez toujours à la même chose et toujours à la même conclusion. Donc, il est vivant, non, en l'occurrence pas le Christ, mais celui dont le nom est sur toutes les lèvres.
Il continue son œuvre et il n'est certainement pas celui qu'on croit qu'il est. C'est un homme de réseau, ce n'est pas vraiment un acteur de crise. Ce n'est pas un être de premier plan, ce Epstein. C'est un être qui fait le lien entre différentes confréries, je suppose. C'est un de ces êtres qui consacre son existence à prêter la main à la profanation. C'est pour ça qu'il est précieux aux yeux du maître de ce plan. C'est pour ça qu'il est protégé. Il l'est, parce que vraisemblablement il l'est toujours. Il y a eu des vidéos qui ont circulé après sa mort supposée. Des vidéos par drone ou satellite, ouais, de l'île. On voyait un personnage qui avait sa silhouette. Non, ça ne prouve rien, mais c'est aussi encore un indice intéressant. De toute façon, cette île, elle est bourrée de symboles. Comme tous ces personnages de l'élite, avec leurs villas, les noms de leurs enfants, toutes les choses qu'ils font constamment. Ils ne sont que dans la célébration babylonienne. Oui, comme dit notre ami Zacléo, nous vivons toujours à Babylone. Mais en réalité, c'est bien pire qu'on croit. C'est bien pire, bien pire. On ne peut pas regarder ça en face parce que ça fait peur, n'est-ce pas? Sauf si on se souvient. Sauf si on se souvient qu'il y a une force capable de s'opposer à cela. Et qu'il nous faut la choisir. Alors le pourquoi sommes-nous ici? Et pourquoi est-ce qu'on est là? Et pourquoi c'est aussi affreux? Pourquoi? Le pourquoi appartient au mental. Le mental, c'est la plus petite partie de nous. C'est la plus facile à manipuler, la plus facile à effrayer. Elle veut toujours des réponses que par définition elle ne peut pas comprendre. Alors laissons les pourquoi pour un peu plus tard, comme les enfants immatures que nous sommes. Et positionnons-nous comme des adultes, d'un point de vue moral. Qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui ne l'est pas? Même si je ne sais pas le pourquoi du comment, je sais exactement à chaque instant, avec les données dont je dispose, si ce que je m'apprête à faire est juste ou pas. Nous n'avons que cela pour nous, et là réside notre seul vrai pouvoir, dans l'instant et la conscience. Pas la conscience mentale, pas la recherche d'informations, pas le besoin de sauver le monde, qui nous amènera toujours à faire des compromis foireux, parce que la fin justifie les moyens. Non, 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 non. Jamais la fin ne justifie les moyens. Et la seule chose qui existe, c'est toi, au centre de l'instant présent, face à ton Créateur. Inside